on est dans un endroit assez merveilleux. Pour les Lyonnais ou ceux qui ne sont pas Lyonnais, qui ont tous entendu parler de la Croix-Rousse, parce que on est au bord du plateau de la Croix-Rousse avec au bout de la rue là, une vue juste magique. Vue sur la mer. On verrait presque la Méditerranée au bout. Oui, j'ai cette chance d'être en rez-de-chaussée et d'avoir malgré tout une vue sur la Saône. Et on est c'est un atelier d'artistes, il y a toute une paroi vitrée qui donne sur la rue. Avant d'être atelier d'artiste, c'était un canut forcément, quoi. Ouais. Donc ça s'impose un petit peu ici. Et donc j'ai cette chance, ce privilège d'avoir ce bel atelier quoi, qui me correspond parfaitement. Alors est-ce qu'on peut faire un petit peu la visite de votre atelier? Parce que derrière ces grands murs de verre, on a tout un capharnaüm de choses. On peut visiter un peu avec vous? Oui, avec plaisir, oui, bien sûr. Bon, là, il y a la mezzanine qui me sert un petit peu de bureau aussi, mais en arrière, il y a le stockage des tableaux. Hein. Tout jeune, j'ai compris qu'il ne fallait pas après jeter ses œuvres par la poubelle. Hein. Parce que les ateliers, moi je voyais, sont souvent encombrés des créations passées. Donc l'important du stockage. Il faut avoir de la place. Il faut énormément de place pour un créateur, pour être libre, pour pas être viré de son atelier par les œuvres elles-mêmes déjà créées. C'est très bête, mais c'est une condition bassement matérielle, mais qui est la clé, hein, qui est une des clés. Pourquoi c'est si important de garder son travail? Non, mais c'est très important de le vendre aussi, de le distribuer, de le vendre et de le montrer. Mais faute de ces choses-là, vous savez que c'est très difficile. Donc c'est pour ça que je dis, il ne faut pas après être obligé de s'en débarrasser ou être coincé par cette logistique qui fait que... voilà. Bon, c'est très bête hein, ce que je dis là, mais... Comment vous êtes tombé dans le monde de la création, de devenir créateur, de devenir artiste? C'est-à-dire que moi j'étais plutôt destiné à une carrière scientifique, dessinateur industriel, créateur, choses comme ça. Mais moi la société, disons, de construction d'un monde dans les années 70 m'a fait un petit peu peur, si vous voulez. Donc tout ce qu'on peut vivre sur le plan matériel, je veux dire, débordé par l'instrument matériel, c'est terrible, cette société matérialiste. Donc, tout d'un coup, ça s'est passé très, 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 très vite. Bon, j'ose le dire aujourd'hui, mais j'étais un petit peu, on va dire, sur les routes du monde. Voyager. Oui, je voyageais, je picorais à droite, à gauche pour essayer de trouver la situation de l'homme sur Terre et la mienne, et ma position. Et puis, tout d'un coup, ça s'est passé très, très vite. J'ai vu qu'avec une toile vierge, blanche, et puis moi en face, moi qui peut être d'un naturel un peu bavard, les mots sont dangereux quelquefois. Et dans le silence de la toile de la création, c'est là que je trouvais la plus belle adéquation avec le monde. Et ça, je l'ai compris tout de suite, très vite, ça a été très fort. Et si je fais mon recul, si je regarde 30-35 ans après ce moment-là, je m'aperçois que oui, je suis en train de faire exactement ce que j'espérais faire un jour. Ouais. Vous aviez quel âge à ce moment-là quand vous avez eu ce choc? J'avais 20 ans. C'est radical, hein, ce que vous évoquez là. Uh-huh. Oui, parce que je ne vais pas vous parler de mes 20 ans passés, donc 20 ans c'est une vie entière. Je veux dire de la tendre enfance jusqu'à l'âge adulte. Donc c'est ça qui est déterminant, ça, j'en parle pas. Donc tout d'un coup, quand l'adéquation se fait, oui, ça peut être rapide, oui. Ouais, parce que c'est étonnant, on parle d'ailleurs pour un artiste, ou d'ailleurs pour d'autres domaines plus spirituels de vocation. Là, on sent ce choc qu'on a du mal à expliquer. Enfin, voilà, donc on comprend que c'est face à la toile. Vous dites, c'est là où vous sentiez qu'il fallait être, mais pourquoi, au fond? Moi, je suis heureux que vous m'entraîniez là-dessus, parce que comme je disais, c'était difficile. Je peux en parler aujourd'hui, mais sur le coup, je veux dire, je passais un peu pour un uluberlu, ou la passion. Je pense qu'il faut justement maîtriser les passions. Il ne faut pas se laisser envahir par les passions. Mais justement, c'est quand même non pas une passion, mais oui, vous employez le mot de révélation, je sais pas quoi, non, de vocation, voilà, de vocation, oui, mais comme une révélation. C'est-à-dire que tout d'un coup, c'est un fait tangible de comprendre que par ce biais-là, j'arrive à me réaliser avec la compréhension du monde et le respect de l'humanité. Comment a réagi votre famille, vos amis à ce choc fort là, que vous avez eu à 20 ans, ce choc de la création? C'est-à-dire qu'avec la famille, la distance était faite déjà. C'est-à-dire que j'étais un petit peu parti, quoi, on va dire. Alors après,
Avec le monde, je dirais, social ou des amis, vous savez, les gens sont très bienveillants. Hein. En général, face, voilà, quelqu'un qui vit une passion. Hein. Certainement qui me voyait emporté par la passion, alors que moi, j'étais justement dans essayer de comprendre, de me servir de cette passion comme un élan pour la contrôler, justement, pour me diriger sur un axe. L'axe de peut-être un peu de culture, de tradition, un peu de futur, d'avenir, de projection. C'est vrai que j'en étais conscient, j'aurais pas pu vous l'exprimer comme aujourd'hui peut-être, mais j'en étais très conscient à l'époque. Ouais, c'est étonnant, on sent que c'était très clair en faux dans votre esprit. Ah oui, c'était très clair. Alors qu'est-ce qui s'est passé, vous avez eu ce choc-là, très fort, puis vous avez fait quoi? Vous vous êtes dit change de vie? Ah non, moi je me suis concentré sur le tableau, la toile. Moi, c'est ça dont je parle, c'est-à-dire le grand blanc. Alors c'est intéressant parce qu'on va arriver à peut-être ce que je vais présenter aujourd'hui, c'est-à-dire que dans cette dualité, je dirais, de cette toile blanche, et puis moi, mon esprit, mon corps qui essaie de faire quelque chose là-dessus, où je sens que j'ai quelque chose à dire, il y a une réponse qui se fait. Hein. Dès ma première exposition, que je vais faire très très tôt, comme ça, hein, dans quelque chose qui semblait très inconscient pour mon entourage, mais qui, pour moi, je me suis dit, allez, on se confronte directement, il n'y a rien à perdre. Il n'y a rien à perdre, il y a tout à gagner. Et tout de suite, j'ai vu la place de l'autre, forte. C'est-à-dire, c'est une triangulation. Ma toile et moi, mais sans l'autre, on n'est pas grand-chose. Sans le regardeur, sans celui qui va vous titiller ou vous donner des conseils, ou se moquer de vous, ou bien vous encourager, vous flatter. Voilà, donc là, je me trouvais guidé. Non pas que j'ai fait des concessions, je crois que j'en ai fait aucune. Mais j'étais guidé par le regard de l'autre. Je voyais très bien que si mon message n'était pas compris, contrairement à beaucoup d'artistes qui cherchent le connaisseur et le machin, moi, si mon message n'était pas compris, je me disais, mais c'est vrai, c'est dur, c'est complexe, je m'exprime mal. Donc il faut que je trouve un petit moyen. Et tout de suite, je voyais qu'il y avait des choses sur lesquelles les gens s'emballaient, se comprenaient. Et voilà, et donc la place de l'autre est devenue mais majeure. Là, il y a quelque chose qui m'intrigue. Vous avez fait le choix tout de suite de vous confronter au regard de l'autre, pas rester tout seul avec votre création et d'aller vous exposer au sens premier du terme. L'exposition, c'est ça. Moi, quelqu'un ferait ça, ça me ferait très très peur. Je veux dire, aujourd'hui, si quelqu'un... Moi, je peux pas conseiller de faire ça, mais... Ah bon c'est-à-dire que après, il faut faire gaffe à son ego, quoi. Je veux dire, il est là et moi j'en ai trop vu qui se prennent la grosse tête très vite ou bien qui sont détruits par l'autre. Ah ouais, l'un ou l'autre. Voilà, c'est ça le danger. C'est pour ça que moi jamais. Mais bon, j'avais une suffisamment de distance, peut-être justement par un certain rejet de la famille ou du monde social qui m'avait déjà un petit peu mis sur le banc. Donc moi j'avais pas. Parce que c'est un truc vachement fort d'aller exposer sa création, enfin, ce qui vient de l'intérieur là. Quand vous avez fait cette première exposition là, vous étiez super jeune et vite. Vous vous souvenez de ce que vous avez ressenti quand ces premières personnes ont regardé votre travail? Bien évidemment, je me souviens. Vous vous souvenez de quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas si je peux le raconter comme ça. Je l'ai rarement raconté, mais au bout de quelques semaines de création, j'avais fait quelques dessins à la gouache. Hein. J'avais pas encore attaqué une seule huile sur toile. Je m'y préparais, mais donc je suis retourné dans une ville, peu importe laquelle, pour revoir quelques amis, mais je me suis installé dans la rue et j'ai mis quelques dessins dans la rue. Et puis je suis resté là la journée là comme ça, comme l'Africain aujourd'hui qui vend des colliers ou je sais pas. Voilà. Donc avec mes dessins comme ça. Donc c'était peut-être un peu dans l'air du temps. Moi c'était de l'amusement, c'est tout. Hein. Donc il y a des gens qui passaient, oui, bon, rien d'extraordinaire, mais il y avait des choses qui me parlaient fort. Et puis tout d'un coup il y a une dame avec une poussette qui passe. Et puis elle me dit, mais vous les vendez vos dessins? Je dis oui. Elle me dit, mais combien? Mais je dis, je sais pas. Elle me dit, mais dites-moi quelque chose. Et je dis, mais je sais pas. Et donc, j'avais pas réfléchi à ça. Et puis je lui dis, entre 10 et 50 francs. Et elle a eu ce geste, elle dit, bon, mais d'accord, moi je vous le prends pour 30 francs. La voix du milieu. C'est extraordinaire. Elle a respecté cette chose-là et je crois que c'est ma première vente. Enfin, j'en suis même sûr. Si on avait à qualifier un peu votre création, votre patte à vous, hein, parce qu'on est toujours dans votre atelier, là, il y a des toiles au mur, on a cette grande hauteur sous plafond, on a quelques toiles. Moi, je découvre votre œuvre, hein, je connais pas du tout. Mais si vous aviez à qualifier votre marque de fabrique dans votre création, c'est quoi? Tertiel, plein vide, matière, voilà. Donc moi, j'essaie de voir au-delà, pousser les limites de l'horizon. Tertiel, il y a une ligne d'horizon. Donc ça, c'était une base de travail dès le début de mon travail. Donc à partir de cette dualité tertielle, j'ai amené à montrer, à faire ressortir de cette toile 4 éléments. 4 ou 3.
3 images fortes, 3 archétypes que je peux vous montrer, qui sont dans mes distributeurs de tableaux, que certains connaissent depuis quelques années déjà. Parce que... Alors expliquez-moi, c'est quoi un distributeur de tableaux? Eh ben, c'est tout simplement quelque chose qui distribue des tableaux. Donc ici, on a une structure au mur. J'ai ces 4 images, ou 3 plus 1. Donc là, qu'est-ce que vous voyez? Alors attends, j'explique, parce qu'au mur, on a une structure en bois, avec une vitre et un support en bas, et des tableaux carrés, qui font quoi, 20 cm par 20? 24 par 24. 24 par 24, Ouais. glissent dans ce distributeur, comme quoi, comme un distributeur de paquets de cigarettes, là où elle tombe. Il y en a C'est-à-dire plus, il y en a qu'on- plus de distributeurs. on ne voit que celui du bas. Si On on, voit en que celui-là. voilà, si on prend celui du bas, là, ce que je fais maintenant, on peut se l'approprier, puis on peut le remettre en haut, voilà, Et les autres et redescendent. les autres glissent, voilà. Alors j'ai pas commenté ce que vous m'avez montré là, pardon. Alors le premier là, on a 2 tiers, 1 tiers, avec un grand ciel bleu comme bleu nuit, la terre en bas sur le premier tiers du bas, et puis comme une fleur rouge de lave qui sort de cette terre avec comme un vaisseau sanguin au centre de cette terre. Ça me fait penser un peu à un volcan, mais il n'y a pas de volcan. Enfin voilà, je réagis comme ça. Ben voilà, tout est dit. J'aurais pas pu le dire mieux que vous. Donc vous avez employé au mot central comme une fleur. Moi je l'appelle fleur. Alors, terre-ciel, vous découvrez mon travail, je triche pas, hein. Et comme une fleur, un volcan, pas un volcan, moi, comme je vous ai dit, j'ai grandi en Auvergne sur des terres, et justement, terre-ciel, donc il y a une espèce de chose viscérale qui sort de la terre, qui va sortir de la terre, qui va jaillir, et je lui mets une forme organique, c'est le vivant, c'est l'éphémère, c'est le sensible, c'est le charnel, c'est mon élément charnel, voire sexué. Donc mon élément fleur. C'est vous qui l'avez dit, hein. Je vous en présente un autre, hein. Vous découvrez mon travail à mesure. Alors là, j'ai un tableau 24 par 24 avec l'océan en bas. C'est la sensation que j'ai d'un océan assez agité, d'un bleu très profond, presque noir à certains endroits, plus clair à d'autres, comme l'océan. Et au centre, une forme qui ferait penser à une silhouettage d'oiseau. Voilà, moi je l'appelle oiseau. C'est l'envol qui s'élève de cette terre donc, qu'on vient évoquer, de ce vivant. Il y a un envol, un élan. C'est peut-être l'image de notre projet de vie ou le symbole de la dynamique et de la fragilité aussi, hein, du vol. Et puis là, je vous montre le 3e élément. Qui est toujours dans ce distributeur de tableau, qui Oui. est tombé en bas du distributeur de tableau. Oui. Et là, qui est une sphère au milieu d'un fond vert assez nébuleux. Ça fait penser un peu à la naissance de l'univers, comme ça. Je sais pas pourquoi je dis ça, parce que je sais pas de quelle idée du tout comment pouvait être la naissance de l'univers, mais on a l'impression que ça a explosé, quoi, qu'il y a des gaz de toutes sortes, et puis cette planète au centre, cet astre de terre. Je l'appelle l'astre, tout simplement. Il y en a une infinité. Ah, il y a beaucoup d'astres, hein. Ben, J'avais déjà repéré sur les murs. Voilà, alors voilà, donc il y a l'astre, planète, soleil, peu importe, qui est cet élan, je veux dire, ce qui est la chose quand on lève la tête. Hein. Voilà, donc la matière, unie par la force, une des plus grandes forces, qui est la force de gravitation. Voilà, donc c'est vous qui l'avez dit, hein, c'est pas moi. Après, je balise un espace avec ces images-là. Ça sort d'un distributeur, donc j'ai plein de choses dans ma vie. J'ai renoué avec les voyages en faisant un tour du monde, c'est-à-dire que je les distribue de par le monde. Vous voulez dire que vous installez des distributeurs de tableaux dans le monde? Non, parce que dans ce cas-là, le distributeur, c'est moi. Donc physiquement, je vais courir le monde, effectivement. Ah oui, là on vous voit. Et là, en général, il y a une exposition à chaque fois. Bon, On voit en Chine, en Angleterre. Vous positionnez les tableaux dans les lieux. face à des lieux symboliques, ouais. Pas des montages photos, hein, c'est une réalité. Et qu'est-ce que ça veut dire, ça, de poser un tableau dans un lieu? Parce que vous êtes dehors, vous êtes dans des villes. Je les positionne face à des lieux identifiables de tous. Hein. Muraille de Chine, tout le monde connaît. Alors des fois, quand c'est des enfants, je leur dis, c'est de retrouver quelque chose. Ah, je vois la Tour Eiffel. Nanana. Et voilà, appropriation générale de chacun, universalité des choses. Aujourd'hui, l'installation que je vais présenter à la Biennale, Biennale d'art sacré. Biennale d'art sacré, bien entendu, je balise un espace à 3 directions, avec ces 3 éléments-là, et je dis aux gens, installe-toi. Voilà, moi je t'ai donné cet espace-là, moi j'ai présenté ça, et toi, qu'est-ce que tu me dis? Et je vais récolter des messages. Alors, on l'a là, cette installation, hein. Elle est au milieu de votre atelier. En fait, on a un triangle de toile. Une structure portante, avec un triangle de toile, voilà. Et on peut y pénétrer par une des pointes, un des angles de cette structure. On peut rentrer? Alors, il y a écrit fragilité, 3 points, et toi, point d'interrogation. Le thème de la Biennale d'art sacré, c'est fragilité. Et moi, je rajoute et toi. Parce que, comme je vous parlais, de la place de l'autre. Alors, le 4e élément qui a disparu cette fois est remplacé par le totem, hein, qui représente la civilisation, ou vous, là, aujourd'hui, ou moi-même.
lettre, est remplacé par une caméra vidéo. Donc nous retrouvons cet espace où je vous invite. Alors, je rentre dans la structure. Hop, au milieu, par un angle du triangle, il y a un tabouret, un grand tabouret, un peu comme un trône, là, de bois gris. Trône, mais tout simple en bois. Et devant ce tabouret, un autre triangle recouvert de toile, la même toile qu'il y a sur la structure. 2 bougies et un micro au bout du triangle. Oui, un micro comme le vôtre, là, que vous me tendez tout de suite. Alors, là, je dis choisis le tien, les éléments. Ah oui, bah on retrouve ce qu'on a vu tout à l'heure dans le distributeur tableau, hein, l'envol. Vous choisissez. Alors je dois choisir le mien. Faut que je m'assoie ou pas? Choisissez d'abord. Ah, je choisis d'abord. Moi, je choisis la fleur. Eh bien, asseyez-vous face à la fleur. Je m'assois face à la fleur, Oui. normalement. Ok. Alors ici, là, je vous invite sur le fond de votre choix à vous exprimer en une phrase ou 3 phrases sur la fragilité. Vous préparez votre phrase. C'est moi qui vous ai piégé là. C'est moi qui dois répondre maintenant. Ouais. Voilà. Et donc, je branche la caméra et je vous enregistre et vous allez me dire quelle est votre impression, quelle est votre image, quelle est votre sensation. 2-3 phrases qui illustrent pour vous la fragilité. Je peux essayer? Avec plaisir. Alors, attendez. Vous brûlez pas. Hein. Ça y est, les bougies sont allumées. Hop. Alors, je me rassois. Philippe, 3 mots, ou plutôt 3 tandems de mots pour définir la fragilité. Mortel, donc vivant. Éphémère, donc éternel. Amour, donc fragile. C'est étonnant parce qu'on a l'impression de vivre un peu une expérience ésotérique là. On est au milieu de ce triangle avec cet autre petit tableau de triangle, ces bougies. Il y a quelque chose d'un peu ésotérique, non? C'est pas si ésotérique que ça, c'est un petit peu rituel. Une création est rituelle de toute façon, quelle qu'elle soit. Hein. Par le rituel, on trouve l'autre, parce qu'il retrouve quelque chose de sa culture. Et même des gens qui veulent rejeter ça sont très très respectueux de cette manière de faire, moi je trouve. Et n'est pas exclu l'humour, hein. Je veux dire, on peut aussi se moquer de ce genre de situation. Hein. C'est étonnant ce que vous dites, hein, exclut l'humour, parce que c'est vrai que des fois, l'art contemporain, on a l'impression que ça manque un peu d'humour. Ah bah oui, souvent, c'est-à-dire que moi j'aime quand il y a un petit peu de poésie malgré tout, dans l'art contemporain, des fois, qui peut manquer un petit peu de poésie. Ou bien il est carrément radical vers une moquerie, vers railler les choses, etc. Mais moi, je suis plus dans l'accompagnement. On sent que l'appropriation et l'autre, vous parlez beaucoup dès le début de notre conversation aussi, l'autre, pour vous, c'est essentiel, quoi. Mais oui, non. L'autre, c'est moi. Je veux dire, un artiste, on est dans nos égos. Et donc, c'est cet effet miroir que je propose. Donc, moi, j'ai pas envie d'encombrer le monde avec mes angoisses et mes problèmes. Ça, surtout pas. Je veux dire, il y a une grosse partie de l'art contemporain, et que je respecte et que j'aime, hein, qui nous parle de cette authenticité d'artiste et puis qui va mettre ses tripes sur la table. Moi, c'est exactement l'inverse que je recherche. Moi, ce que je recherche, c'est ce qu'on partage tous. C'est une approche différente. Le résultat est peut-être le même des fois. Hein. Je veux dire, celui qui met ses tripes sur la table, il retrouve l'autre aussi à sa manière. Mais moi, j'ai davantage envie de chercher ce qu'on partage, des fondamentaux, des origines, ou juste une question, ou juste une parole.